Alors, rebonjour Michel, c'est notre deuxième entretien aujourd'hui. Nous parlons maintenant de la vidéo. En 2014, vous deux, vous avez tourné une vidéo, No Wait Time. À propos du titre, vous citez le Holzweg Heideggerien, un chemin sans trace ni but. C'est ça? Oui, c'est-à-dire que effectivement, cette idée de No Way Time, No Way, c'est-à-dire quelque chose qui serait un petit peu comme, non pas une impasse, mais une trace, mais qui n'aurait pas de sens d'ensemble, de sens fort prédéterminé. Et donc nous avons étudié dans ce film des espèces de voyages pendulaires, soit dans des chemins que l'on fait d'habitude par des autoroutes connues, soit aussi lorsque on circule par le train où on est sur des rails, où donc les itinéraires sont connus d'avance. Bon, ces chemins, en fait, étant donné qu'ils sont déjà balisés, on peut dire que d'une certaine façon, ils ne vont nulle part, ils ne sont pas des chemins pour frayer une nouvelle piste, mais ils sont au contraire des endroits où l'on passe. Et donc ce sont ces passages qu'on a voulu un peu explorer, donc des passages qui sont profonds. On a l'impression que l'image pénètre vraiment dans le paysage avec une dimension très très verticale, ce qui change un peu de la perspective des tableaux, par exemple. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui est très, très pénétrant dans une profondeur qui est vertigineuse, parce qu'en même temps, elle se mélange avec de la vitesse. C'est-à-dire qu'on sent très bien que on fonce sur une route, mais on ne sait pas vers quoi on fonce. Et au fur et à mesure que on circule, les images se forment et se déforment derrière les vitres. Alors là, on s'est beaucoup amusé pour voir un petit peu ce qu'était l'image au fond. C'est que l'image, on croit que c'est la reproduction fidèle d'une réalité, mais en réalité, ça n'est qu'un miroitement qui est issu de nos déplacements et des façons dont on regarde. Donc les images vraiment bougent, se déforment, s'étirent. On a l'impression qu'elles viennent un petit peu comme une peau vers nous et qu'elles ne sont pas du tout fonction d'un support très précis, mais qu'au contraire, elles sont très très flottantes. Coupure. Vous êtes d'accord qu'on montre 2 minutes de film dans cette interview? Oui. Alors, regardons 2 minutes de cette vidéo. Vous êtes sur une autoroute en Normandie.
des essuie-glaces bougent régulièrement, c'est un va-et-vient, l'eau tombe, alors tandis que la voiture roule, avance, il y a plusieurs mouvements à la fois, tandis que d'autres objets fixes, comme par exemple un pont au-dessus de l'autoroute, semblent aussi bouger, il apparaît, passe et disparaît. C'est ça ce sens du mouvement que vous voulez rendre. Oui, il y a ce mouvement d'abord un peu imprévisible, informel, c'est-à-dire le mouvement sous l'orage. Sous l'orage, on a euh, une, euh, une image comme ça très fluide, très diluée, et l'extérieur devient un petit peu vaporeux. Et par contre, il y a des éléments plus stables qui sont effectivement les panneaux qui sont sur le bord de l'autoroute, les bornes kilométriques et évidemment les ponts. Alors donc on les voit défiler et c'est un peu l'inverse de ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire que les éléments stables au fond deviennent mobiles et les éléments mobiles deviennent beaucoup plus stables, y compris l'eau, parce qu'elle est chassée régulièrement par les essuie-glaces. Donc c'est un orage énorme. On a profité comme ça d'un cataclysme un petit peu accidentel. Et cette eau revient perpétuellement à partir du point où elle était. Donc c'est un mouvement aussi qui a l'air très régulier, très efficace, mais qui en fait ne chasse rien. Donc l'eau revient toujours identique à elle-même, un peu comme la mer qui bat le rivage. Alors là aussi, on a une vision un petit peu bizarre du temps et du voyage, c'est-à-dire qu'au fond, on n'a rien parcouru, on est toujours dans cette espèce de chassé-croisé entre ici et là, entre avant et après, entre droite et gauche, etc. Donc voilà, ça bouge pour rien. Peut-être que c'est le secret de la vie, en fait. Notre cœur bat pour rien. Oh, j'espère pas. Parfois, on est dans la vie courante, on n'est pas tellement sensible aux relations objet-bruit. Mais ici, on apprend à l'être et on entend déjà les bruits dans le film, je dirais, même si les haut-parleurs sont éteints. En principe, on est à l'intérieur de la voiture, donc ça devrait être un habitacle un petit peu sans écho, mais le bruit de l'orage est tellement violent qu'effectivement, il y a une intensité, une sorte de frénésie du bruit de l'eau, du crépitement de la pluie sur le pare-brise. Et donc ces bruits naturels accompagnent un peu tout le film. Et il y en a d'autres, il y a aussi des scènes qui ne sont pas d'orage, mais dans la nature, et on entend un peu le bruit des oiseaux, le craquement des branches, enfin, etc. Et voilà, c'est une partie de la bande sonore que les bruits réels de la vie qui ont eu une importance assez considérable, non pas en tant qu'ameublement musical, mais au contraire pour marquer un petit peu que l'image est aussi du bruit au fond. Voir, c'est écouter. Parfois, 3 ou 4 fois, des séquences de vidéos apparaissent, prises dans le musée de la médecine de la Charité à Berlin. Quel sens vous leur attribuez au milieu de passage sur l'autoroute? Alors, donc, ce sont des embryons d'enfants mal formés qui ont été conservés dans du formol et je pose la question de l'origine et puis du corps, du devenir du corps ou de l'empêchement d'une certaine vie du corps. Mais ils ont quand même finalement une autre existence parce que ils sont quand même là, ils ne sont pas à l'état de vivant, mais ils sont un petit peu parmi le public et c'est une vie étrange ça d'avoir des têtes qui ont leur physionomie très propre, hein, c'est-à-dire que chaque tête est très différente l'une de l'autre, mais en même temps, ce n'est pas en train de vivre, c'est simplement, ça regarde des gens qui circulent autour d'eux et ils sont là sans être là, et en même temps, là aussi un peu comme les objets, c'est une présence très très forte parce que
on a vraiment envie d'entrer en communication avec ces enfants qui n'ont pas vécu. Donc il y a une espèce de drame récurrent en voyant ces images et on a envie de les animer, c'est-à-dire de donner une vie à ce non-temps qui les a figés. Et donc là, il y a quelque chose qui se change un petit peu de la conception traditionnelle des gens qui vivent, qui ont des aventures, qui ont des histoires, etc., avec des événements. Là, il n'y a pas d'histoire au fond, mais ça pose la question de savoir ce qu'est la vie dans son impermanence et comment peut-être elle démarre d'une impossibilité de la naissance et elle retourne aussi vers une impossibilité de la mort. Il y a quelque chose qui est un petit peu paradoxal dans ces images-là, parce que ça remet tout en question ce qu'on appelle la vérité de la vie, la vie dans son mouvement, et que finalement on peut aussi vivre comme ça d'une autre façon et à titre de vestige de quelque chose. Parfois, avec votre caméra, vous changez de moyen de transport. Votre caméra observe les rails à côté du train et parfois un autre surgit. Quel est le rapport là entre route et train? Alors effectivement, il y a deux voyages un petit peu contradictoires. C'est-à-dire il y a un voyage profond qui est avec la voiture, où on a filmé au fond la route devant ou derrière, parce qu'en réalité c'est dans le rétroviseur. Mais donc il y a un axe comme ça qui est profond et qui va dans un certain sens. Et puis il y a un axe qui est perpendiculaire, qui est latéral. Et les deux voyages un petit peu se raturent l'un l'autre, se recouvrent l'un l'autre. Et ils n'ont pas d'ailleurs la même tonalité, c'est-à-dire que le voyage sous l'orage est gris, et l'autre voyage est vert, il est plus printanier. Et donc, quelqu'un m'a dit à propos de ce passage-là, c'est un peu comme Gerhard Richter. On a l'impression qu'il y a une raclette qui gratte la surface d'un voyage et qui fait sortir une autre dimension, un autre voyage. Et donc, on a deux images qui, au fond, se raturent, mais tout en restant superposées et très, très, très lisibles en même temps. Et donc, on a plusieurs dimensions en même temps. On quitte les dimensions un peu trop unitaires pour arriver à des dimensions assez contradictoires. On a l'impression que l'espace est occupé un petit peu à 180 degrés. Ce surgissement subit des objets qui sont en mouvement, qui créent un mouvement, son but précis, vous en tirez un enseignement pour la compréhension des objets, tout court ou même pour la vie? Oui, c'est-à-dire que les objets apparaissent un peu pour ce qu'ils sont dans leur moment de surgissement à l'événement, comme aussi des présences un peu éphémères, et essentiellement d'ailleurs les plantes, les fleurs, la végétation, ça, avec une certaine coloration. Il y a des arbres de Tiergarten là qui sont très d'un vert naissant, très très violent. Et puis il y a d'autres objets qui sont plutôt des objets abandonnés, des pierres avec de la mousse, une roue avec son essieu, voilà, qui servait sans doute à transporter de l'eau pour les bêtes, enfin, etc. Donc il y a des objets un peu ruraux, mais obsolètes, abandonnés. Voilà, ils sont là au détour d'un paysage et il faut en les prendre en compte, il faut discuter avec. Donc ça crée une sorte de rencontre permanente entre des éléments.
qui n'étaient pas programmés pour aller ensemble, donc qui nous font sortir des scénarios classiques de cinéma où tout converge pour donner un effet de sens. Là, au contraire, c'est l'effet de non-sens qui est déterminant, c'est-à-dire que ces objets crèvent la surface de l'écran de notre représentation et ils se donnent pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un ailleurs possible à l'intérieur d'une autre vie ou d'un autre système de pensée ou d'action. Il y a aussi le temps qui est un sujet dans votre vidéo, mais même si la voiture bouge et avance, il n'est pas sûr que le temps passe aussi vite. Oui, il y a toutes sortes de formes de temps. Il y a par exemple des gens qui rentrent dans une salle et puis qui en sortent à la queue leu-leu. Donc il y a un sens processionnel comme ça. Les gens aiment beaucoup faire des visites et donc voilà. Donc il y a des temps différents, mais à chaque fois au fond est interrogé le temps existentiel, c'est-à-dire le temps comme on se le représente d'habitude pour faire un acte, pour arriver à une rencontre. En général, les films sont toujours faits de la même façon, c'est-à-dire deux personnages se rencontrent, souvent ils s'aiment ou ils se détestent, alors, ou ils se tuent, donc c'est le scénario western, ou alors ils tombent dans les bras l'un de l'autre, ils font l'amour. Voilà, tout le cinéma est basé sur cette affaire-là. Et là, au contraire, on a des temps qui ne sont pas du tout comme ça convergents pour des rencontres ou des affrontements. C'est-à-dire, on a des séquences un peu désordonnées de temps où on a l'impression que chacun poursuit sa route dans des sens différents. Alors, il y en a qui visitent pour essayer d'apprendre quelque chose dans une salle d'exposition, d'autres qui se déplacent, on ne sait pas pourquoi, par train, etc., etc. Et d'autres encore qui ne peuvent pas se déplacer, des objets qui sont là parce que la roue est cassée, qui sont restés à tel endroit. Et voilà, on a donc le temps de l'immobilité et le temps du déplacement, mais qui en fait peuvent s'équivaloir, c'est-à-dire aucun temps ne prévaut sur un autre, et le temps du balayage aussi de l'essuie-glace, c'est un temps pas vraiment de l'éternel retour, mais qui a quelque chose comme ça de pendulaire et de mécanique qui pourrait être comme le temps des horloges, et bon, qui vit dans tout ça, qui fournit pour un moment un petit battement, mais qui après va s'évanouir. Donc tous les temps finissent par de toute façon s'effacer. C'est pour ça que No Wait Time, c'est-à-dire toutes ces séquences au fond se diluent dans une sorte d'intemporalité où la présence du temps est inexistante. On est dans une... Pour qu'il y ait du temps, il faut qu'il y ait une permanence des choses et une évolution. Que les choses se rapprochent l'une de l'autre, c'est même le principe des galaxies dans le monde. Hein. Lorsqu'on s'approche d'une masse, alors il y a du temps. Mais si on regarde les choses dans leur écart, alors bon, le temps devient beaucoup plus fluctuant, beaucoup plus fluide, beaucoup plus éclaté, et donc il devient presque inexistant. Et c'est pour ça que les moments peuvent se suspendre, et donc ce film est un ensemble d'apparitions, de moments séparés du temps qui arrivent en se mettant les uns à côté des autres à faire quand même quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une temporalité dialectique, mais qui est quand même un pianotement sur l'instant. Voilà. Il y a encore le dos de l'acteur créateur, peint en blanc, apparemment en opposition avec le mouvement dans le film. Mais ce personnage lève le bras. Quelle fonction a-t-il dans ce film? Alors il y a effectivement une vue de dos, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que d'habitude on prend des photos, on prend des portraits de face, mais on pourrait aussi essayer de faire l'économie de l'ego et de voir qu'est-ce qui se passe si on prend des portraits de dos.
Et quelqu'un s'y est essayé d'ailleurs sur Sarthe, là, parce qu'il est photographié en Lituanie, où on le voit arpentant des steppes un peu arides. Moi aussi, je prends toujours le portrait. De dos. Et donc, dans le dos, on voit autre chose que l'expressivité. Le dos est maquillé en blanc, le t-shirt lui-même est découpé. Alors, on a l'impression d'être dans un théâtre kabuki, mais en fait, c'est pas le visage et l'expressivité du visage qui est en question, mais c'est quelque chose qui peut tout d'un coup devenir un miroir où on peut tout accueillir. Et alors, d'ailleurs, dans ce dos, des choses, la lumière s'inscrit, et puis peut-être après des bambous, enfin, etc. Et donc, voilà, il y a une espèce de réfraction dans ce dos. Et en même temps, effectivement, c'est pas un dos inerte comme les miroirs d'Anish Kapoor. C'est un dos où le personnage peut lui-même bouger. Et d'ailleurs, une légère fissure qui est née de l'effort qu'il a fait. Donc, le maquillage a cédé. Il y a une espèce de lézarde. Et puis ensuite, il fait des mouvements un peu de rituels comme ça. Il monte et il descend ses bras. Et c'est un petit peu pour désigner aussi la dimension de l'univers. Ça rappelle un petit peu ce dessin que Léonard de Vinci a su si bien faire, où l'homme s'inscrit à la fois dans un carré, dans un cercle. Hein. Donc pour désigner un ensemble qui est beaucoup plus vaste, et donc au fond l'humain là se met au second plan, et ce qui s'avance c'est plutôt ce qui est désigné autour, ce qui pourrait se réfracter à l'intérieur de cette circonférence qui peut tout accueillir. Je ne peins pas l'être, je peins le passage, disait Montaigne. Vous aussi, vous voulez montrer le devenir des objets. On veut montrer le devenir des objets, mais tout est fonction quand même de passage dans ces objets. C'est-à-dire que les objets et les êtres dialoguent entre eux, et donc voilà, ils forment une espèce de concert un petit peu bruiteux, avec parfois des rencontres et des entrechoquements, et parfois au contraire des séparations. Et donc voilà, c'est dans ce mécanisme-là de dispersion et puis de temps en temps de rencontres que réside l'essentiel des passages, et une cartographie peut-être assez étrange, où les objets ne sont que des... On ne peut pas dire des nœuds, c'est simplement quelques points de repère, un petit peu comme seraient des villes ou des villages, des lieux dits dans une carte. Et ils indiquent simplement qu'il faut glisser entre. C'est pas quelque chose à prendre. Ça ne sollicite aucune préhension, aucune thésaurisation, l'objet. Mais au contraire, ça sollicite l'écart, c'est-à-dire de se glisser entre deux objets et de se couler ailleurs, et donc de faire des pérégrinations, d'avoir une cartographie ainsi qui permette l'errance. Donc voilà, c'est un espace un peu d'errement, et ça rejoint ce thème peut-être du Holzweg, c'est-à-dire d'essayer de trouver quelque chose dans le simple fait de se déplacer dans une espèce de migration qui aille vers une incertitude totale de ce à quoi on veut aboutir. On ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas ce qu'on veut trouver, et on ne sait pas où il faut aller, mais en tous les cas, on effectue le passage. Donc il y a toujours dans la vie un mythe du passage. Il faut passer d'une chose à une autre, et la mort aussi est une sorte de passage. Et voilà, peut-être que on fait cet entraînement pour
essayer que les passages se fassent le mieux possible et qu'on ne se fracasse pas dans le passage, mais qu'au contraire on sache glisser. Voilà, le grand art, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que c'est que le trajet soit fluide. Alors je crois que notre film a essayé de faire ça, d'avoir cette fluidité fondamentale qui permette justement de naviguer. Cette vidéo, ce film est fait pour qui? Oh, il est fait pour des artistes, il est fait pour un public qui s'intéresse à l'art. Je pense pas qu'il soit vraiment tout à fait dans le champ du cinéma pour le cinéma, parce que le cinéma fait des scènes avec des acteurs, il construit une espèce de représentation théâtrale, il y a une espèce de catharsis. Et là, je ne pense pas qu'on soit dans un phénomène de cet ordre. C'est pour ça qu'on envisagerait aussi de projeter ce film dans des tableaux. Ce film, en même temps, pourrait jouer avec une surface qui n'est pas simplement la surface filmique, mais qui serait aussi ce qui peut se passer dans un autre espace. C'est-à-dire que le film serait un déclencheur de nouvelles rencontres. Il pourrait déstratifier d'autres espaces et apporter un creusement par rapport à cette dimension du voyage, par rapport à cette dimension de l'errance, et pourrait multiplier à l'intérieur des œuvres d'art les pérégrinations. Oui, merci bien, Michel. Merci.